Bienvenue sur Question Directe qui reçoit aujourd'hui son Excellence le Président de la République de la Guinée, M. Alpha Condé. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de nous recevoir, de parler avec vous ce qui intéresse le continent africain. Vous êtes au Sénégal pour le compte du sommet de la CEDEAO. Beaucoup de questions ont été abordées, les APE, le commerce extérieur, le TEC. Comment appréciez-vous ce sommet? Merci de m'avoir invité. Je pense que c'est un sommet qui a été une très grande réussite parce que nous avons abordé des questions essentielles pour l'avenir de nos peuples. D'abord, nos relations avec l'Union européenne. Vous savez que ça fait plus de 10 ans que nous discutons sur l'APE et nous n'arrivons pas à nous entendre puisque nous souhaitons... Ibeka a dit une formule qui est très juste. Il a cité un article de Régis Debray qui disait dans le monde diplomatique que les hommes libres ont besoin d'esclaves. Et il a dit que nous ne souhaitons pas être les esclaves de ces hommes libres. Donc il s'agit de savoir si nos relations avec l'Union européenne vont nous permettre de nous développer ou bien nous confiner dans le rôle de fournisseur de matières premières. C'est pourquoi les négociations ont pris tant de retard. Nous avons fait de nouvelles propositions et nous estimons que nous ne pouvons pas dépasser ces propositions, c'est la ligne rouge. Parce qu'il est important de développer les relations avec l'Union européenne, mais il est important aussi de protéger nos industries naissantes pour l'industrialisation de l'Afrique. Donc il y a un consensus de l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO sur les propositions que nous allons soumettre de nouveau, sur les propositions que la Commission est chargée de négocier, la base sur laquelle la Commission est chargée de négocier. Et nous avons fait la suggestion, et ils ont dit 80%, nous avons dit 70%, maintenant on dit 75%. Mais nous avons demandé aussi que la libéralisation ne concerne pas seulement que les biens, mais que ça concerne aussi les services et les hommes. Parce que nous ne souhaitons plus voir ce que nous avons vu dernièrement à Lampedusa. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est le tarif extérieur commun. Vous savez qu'il y a deux régimes actuellement. Les pays de l'UMOA ont 1,5 et les pays de la CEDEAO 0,5. Il s'agissait de savoir si tout le monde va être aligné sur 1,5. Pour le moment, ça paraît difficile, donc nous sommes mis d'accord de donner 5 ans pour que ceux qui ont 0,5 passent à 1,5. Évidemment, cela pose des problèmes, par exemple, à un pays comme le Cap-Vert. Mais si nous voulons faire l'intégration, il faut que chacun de nous accepte un minimum de sacrifice. Et le troisième point, c'est la monnaie unique. Vous savez, actuellement, il y a ceux qui sont de la zone franc et les 7 qui ne sont pas de la zone franc, qui devaient créer la zone Zimao. Mais cela aussi, ça fait plusieurs années qu'on n'arrive pas. Donc là aussi, nous nous avons donné un délai de 5 ans pour que la zone Zimao soit mise en place et qu'en 2020, on ait une monnaie unique pour l'ensemble de la CEDEAO. Et sur toutes ces questions, nous nous sommes mis d'accord, ce qui est extrêmement important pour l'avenir de la sous-région et surtout pour l'intégration et l'industrialisation de nos pays. Mais justement, il y a une inquiétude de la société civile africaine qui dit que les Européens mettent la pression sur les pays africains en protégeant leur propre agriculture, en demandant à l'Afrique d'ouvrir son marché aux produits subventionnés. Est-ce qu'il y a une position par rapport à cela pour éviter justement que l'agriculture africaine de la Guinée, du Sénégal et des pays de l'UEMOA ne soit happée par l'abondance de la culture européenne? Nous avons posé clairement ce problème aussi. Nous avons posé le problème des fournitures des biens de consommation de la nourriture, l'aide qui empêche notre agriculture de se développer. Et aussi les subventions que les pays font à leur agriculture, comme par exemple, je prends le cas du coton. Et sur ces questions-là aussi, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, nous avons besoin que nous devenions autosuffisants et exportateurs. Vous savez que dans les années à venir, la nourriture sera plus importante que le pétrole parce que les populations augmentent, mais la nourriture, l'agriculture n'avance pas au même rythme. Donc l'Afrique qui a de très grandes potentialités agricoles peut devenir un très grand pays exportateur. Or, dans les années à venir, le riz, les céréales seront plus importantes que le pétrole. Il est donc extrêmement important que non seulement nous soyons autosuffisants, mais que nous devenions des pays exportateurs. Et la société civile peut nous faire confiance. Il n'est pas question
que nous laissions notre agriculture péricliter. Au contraire, nous voulons devenir des pays exportateurs au niveau des céréales, au niveau du riz, etc. Mais comment comprenez-vous, Monsieur le Président, aujourd'hui que beaucoup de jeunes Africains, comme vous l'avez dit tantôt, meurent dans des bateaux pour aller à Lampedusa? Est-ce que c'est un échec du leadership en Afrique qui n'arrive pas à trouver de l'emploi aux jeunes Africains? Vous savez, le grand problème que nous avons en Afrique, c'est la pauvreté. Toutes les autres questions relèvent là, le terrorisme, l'islamisme, etc. C'est parce qu'il y a la pauvreté. Vous savez, un jour, à un débat sur Rideau Rouge, j'étais invité avec Kouchner Bernard et nous avons eu à débattre des relations au Moyen-Orient. J'ai dit, vous savez, si vous dites à Bernard Kouchner de se faire sauter parce qu'il aura les plus belles femmes au paradis et les plus beaux fruits, etc., j'ai dit, il ne le fera pas. Mais quand vous dites à un jeune arabe de 10 ans qui vit dans la misère, vous dites, bon, si tu te fais sauter, tu vas au paradis, tu auras la plus belle femme, les belles choses, et il va le faire. Donc, notre grand problème, c'est qu'il faut que le gouvernement travaille pour satisfaire les besoins essentiels de nos populations. Et surtout, le grand problème, c'est que 70% de la population africaine a moins de 25 ans. Dernièrement, à Durban, j'ai dit à mes pères que nous sommes assis sur une bombe. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, oui, 70% de la population de 25 ans. Et ces jeunes vont sur Internet, ils savent, ils sont avec les nouvelles technologies, ils sont informés en même temps que tout le monde. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème de l'emploi de la jeunesse, nous allons sauter. Donc, tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que le gouvernement soit capable de lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire de réserver l'essentiel de nos ressources à la transformation des conditions de vie des populations. Et plus nous luttons contre la pauvreté, moins nous aurons de jeunes tentés par l'immigration, moins nous aurons de terrorisme, moins nous aurons d'islamisme. Mais est-ce que cette lutte-là contre la pauvreté, vous la menez dans votre pays en Guinée? Vous savez, j'ai dit qu'en Guinée, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État, j'ai hérité d'une situation catastrophique. Et le Sénégal a eu son PPTE, ça fait des années, les autres pays. Nous, on était incapables d'avoir des PPTE. Vous êtes venus en Guinée, nous faisons des routes à 2 couches dans un pays où il pleut beaucoup, donc toutes les routes sont détériorées au bout de 2 ans. Vous avez vu qu'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais dès que je suis venu, j'ai fait de l'agriculture ma priorité. Nous avons organisé les journées des paysans. Et aujourd'hui, nous aidons les paysans. Nous achetons les engrais et nous les vendons au moitié prix aux paysans sur leurs champs, ainsi que les herbicides. Parce que notre objectif est de devenir rapidement autosuffisant, ensuite exportateur. La Guinée a d'immenses potentiels agricoles. Déjà, les Français avaient prévu de faire de la Guinée le grenier de l'Union française. Quand ils ont vu qu'ils allaient perdre la guerre de Chine et que le Tonkin n'allait plus fournir le riz à l'Union française, ils ont pensé que la Guinée allait remplacer le Tonkin. Donc, dès les années 47, déjà 50, 52, 53, la Guinée était déjà destinée à être un grand pays exportateur. Et aujourd'hui, nous importons jusqu'à 300 000 tonnes de riz. Donc, il est extrêmement important. Vous savez, quand on parle de la Guinée, on dit que c'est un scandale géologique. Mais ce que les gens oublient, c'est que la Guinée est un scandale agricole aussi. Mais aujourd'hui, les jeunes Guinéens vous attendent sur la politique de l'emploi, malgré ce que vous êtes en train de faire, les efforts sont faits, mais il y a de l'impatience des jeunes. Il y a de l'impatience, pourquoi? Parce que ce que les jeunes, vous savez, les peuples n'ont pas de mémoire. Sinon, la situation guinéenne, ce n'est pas le fait du Saint-Esprit. Si la Guinée est dans cette situation, c'est bien la responsabilité de ceux qui ont dirigé ce pays. Mais les jeunes étaient trop jeunes pour comprendre. Et puis ensuite, les gens sont très pressés. Mais quand je suis venu, j'ai fait, avant de prêter serment, j'ai demandé au Fonds monétaire de me faire l'état des lieux. Et ils m'ont imposé un programme. Par exemple, la première année, ils m'ont demandé de passer de moins 12% de déficit budgétaire à moins 2%. Personne ne pensait que nous allions réussir. Nous avons réussi à obtenir le PPTE. Nous avons réussi à refaire la réforme de l'armée, à mettre 4 000 militaires à la retraite. Vous venez avant en Guinée, vous voyez des militaires monter dans les taxis, les bus avec des fusils. Aujourd'hui, aucun militaire ne sort du camp avec le fusil, etc. Et l'armée aujourd'hui sécurise le peuple. Et les jeunes sont patients parce que la Guinée est un pays très riche. Malheureusement, nous sommes riches potentiellement, mais nous sommes pauvres. Et ensuite, lorsque nous avons fini de résoudre le problème du PPTE et qu'on a commencé à résoudre les problèmes du peuple, les autres ont mis les enfants dans la rue. À partir du moment où vous mettez les enfants dans la rue, où il y a la pagaille, les investisseurs s'en vont. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de faire les élections législatives afin que le débat soit transporté au Parlement. Désormais, j'ai prévenu tout le monde,
Le débat politique, c'est désormais au Parlement. Nous n'accepterons plus que les gens occupent la rue parce qu'il faut maintenant, il est temps que les gens ne prennent plus la Guinée en otage. Donc, nous allons, à partir de maintenant, nous atteler à la transformation des conditions de vie des Guinéens, surtout à l'emploi de la jeunesse. Justement, les élections législatives, parlons-en. En Guinée, aujourd'hui, votre parti est arrivé en tête d'une courte majorité, on dit à l'Assemblée nationale. L'opposition conteste ces élections en disant qu'elles n'ont pas été bien faites, qu'elle veut cette opposition revenir, demande l'annulation des élections. Comment lisez-vous la situation? Vous savez, moi, je ne suis pas concerné par les élections législatives. Je me rappelle seulement qu'à chaque élection, le président Ouad disait qu'il fallait annuler les élections. Personne ne faisait du bruit. Vous savez, le problème de la Guinée, c'est que du fait que nous entrons dans une certaine transition, nous n'étions pas capables d'organiser les élections à partir du budget national. Si nous organisons les élections au budget national, le problème relèverait de la Guinée. Mais à partir du moment où des gens extérieurs mettent de l'argent, ils estiment que nous avons des comptes à leur rendre. Et la Cour suprême démontrera qui a fraudé réellement. Parce que vous verrez que ceux qui ont créé aux voleurs, c'était les plus grands voleurs. Mais moi, cela ne me concerne pas. J'ai été très fier des élections. Le peuple de Guinée s'est montré patriote. Les élections ne sont pas sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas eu un seul incident et il y a eu 80% de participation. Donc le peuple a montré réellement sa volonté d'aller aux élections. Et moi, je suis là pour garantir que les suffrages exprimés par le peuple guinéen sera respecté. Et qu'allez-vous faire si l'opposition insiste à dire qu'aujourd'hui qu'il faudrait reprendre le scrutin parce qu'elle dit attendre les résultats au niveau de la Cour suprême, tout en ne lui faisant pas confiance? Écoutez, je pense que la Cour suprême a supervisé les élections quand moi j'étais opposant. Il a supervisé les élections au moment des élections présidentielles. Il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à la Cour suprême. Ce qui est certain, c'est que nous n'accepterons plus que la loi ne sera pas respectée. Nous respectons toutes les libertés, mais désormais, tout le monde saura qu'il y a un État en Guinée. Aujourd'hui, il y a eu les élections. Désormais, le débat, c'est au Parlement. Et cela, c'est valable pour tout le monde. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Mais vous, en tant qu'opposant, vous avez toujours aussi contesté les résultats donnés par la Cour suprême parce que vous le disiez qu'il y avait des fraudes. Non. Moi, j'ai été opposant pendant des années. Les élections ont été organisées de façon frauduleuse. Les sous-préfets et les préfets chassaient nos représentants des bureaux de vote, ce qui n'est pas le cas cette fois. La preuve, dans la plupart des pays, quand les gouvernements organisent les élections, ils ont les 2/3. Bon, moi je vois, les élections n'ont pas organisé seulement dans les 2 mois passés là, les élections ont été organisées dans beaucoup de pays. Bon, on connaît les résultats. Donc moi je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que le peuple de Guinée a exprimé sa volonté et qu'aujourd'hui les gens sont décidés à ce que la Guinée aille de l'avant, que le pays ne soit plus pris en otage. Je ne m'occupe pas de ce que les uns ou les autres disent. Il y a des institutions républicaines, il revient à ces institutions républicaines de jouer leur rôle. La Guinée aspire à la paix. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à former un gouvernement d'union nationale avec cette opposition, à travailler de main à main avec elle pour que les choses puissent encore avancer en Guinée? Parce que vous attendez-vous tous en tant qu'opposants et hommes de pouvoir par rapport au peuple guinéen vous attend sur des questions essentielles. Vous savez, avant les élections, lorsque nous avons constaté qu'il risquait d'y avoir confiscation du pouvoir par les militaires, c'est moi qui ai proposé l'unité de tous et j'ai proposé un gouvernement d'union nationale pendant 2 législatures. Parce que je dis que notre pays est tellement à terre que nous avons besoin d'unir nos forces. Mais après ma victoire, il y a des opposants qui ont dit qu'ils ne peuvent pas gouverner avec moi. Donc pour le moment, moi j'attends les résultats. Vous savez, la Guinée est un régime présidentiel très fort. Moi je suis élu par le peuple sur un programme donné. Tous qui sont d'accord de travailler avec moi sur ce programme-là, je travaille avec eux. Mais seulement ceux qui veulent, j'ai présenté un programme et je me base sur ce programme-là. Tous ceux qui sont prêts à travailler sur ce programme-là, je suis prêt à travailler avec eux. Je n'exclus personne, mais je travaille aussi avec les gens qui sont d'accord avec moi que les richesses de la Guinée doivent servir au peuple de Guinée. Il y a quelque chose de très symbolique. Actuellement, nous sommes engagés dans une bataille extrêmement difficile que vous suivez, puisque la presse internationale en a fait le coup. C'est notre bataille pour récupérer nos richesses. Je n'ai pas entendu un seul homme politique en Guinée m'apporter son soutien. Pourtant, récupérer les richesses Simandou 1 et 2, je ne le récupère pas pour moi, je le récupère pour la Guinée. Donc tout patriote guinéen doit faire de ce combat son combat.
Donc tous les gens qui seront prêts à se battre avec moi pour que les richesses de la Guinée servent au peuple de Guinée, je suis prêt à travailler avec eux. Mais justement, cette question a été agitée. Il y a des journaux internationaux qui en ont parlé. Le Canard enchaîné en avait parlé, d'autres journaux aussi en ont parlé par rapport aux mines de Simandou concernant l'homme d'affaires israélien Benny Steins. Où en êtes-vous avec ce dossier? Pour le moment, moi, je ne fais pas de commentaires. Le dossier est au niveau... Vous savez qu'il y a Célin qui doit passer en jugement le 2 décembre. Et nous sommes dans une procédure. Nous avons mis en place un processus de révision, de revue des contrats. C'est la commission technique. C'est cette commission technique qui est chargée de faire la revue des contrats et de faire des propositions. Donc nous attendons que la commission technique fasse des propositions à la commission stratégique que moi je préside, et nous prendrons la décision que la commission technique va nous proposer concernant Simandou 1 et 2. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui le monde entier se rend compte que c'est un scandale que quelqu'un paye 100 et quelques millions soi-disant et qu'il puisse avoir jusqu'à 5 milliards sur le dos du peuple de Guinée. Je pense que ça aujourd'hui au moins, c'est une chose qui est connue du monde entier. Quand cette question s'est posée, beaucoup ont parlé de tentatives de déstabilisation. Est-ce que vous êtes certain qu'eux, ils vont déstabiliser votre régime? Bon, moi, je sais qu'il y a une volonté de déstabiliser la Guinée. Et vous savez, enfin, je ne ferai pas trop de commentaires. J'ai dit à Zéro Kouré que la Guinée ne sera pas déstabilisée. Il y a une tentative de déstabiliser la Guinée, mais la Guinée ne sera pas déstabilisée. Nous allons faire en sorte que tout ce qui veut déstabiliser la Guinée échoue. Monsieur le Président, sur quoi fondez-vous pour dire que vous êtes sûr que vous n'allez pas être déstabilisé? Est-ce que vous avez le soutien des Américains dans cette bataille? Dans cette bataille, j'ai le soutien de tous ceux qui veulent aujourd'hui qu'il y ait la transparence. Vous savez, j'ai été invité à Londres avant la réunion du G8 et le thème c'était Transparency, Trade and Tax. Et nous sommes tous tombés d'accord qu'aujourd'hui, il faut lutter contre les paradis fiscaux, il faut lutter pour que nos produits soient payés à juste titre. Et j'ai dit que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Si nos matières premières sont payées à un juste prix, nous n'avons pas besoin d'aide. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le soutien que nous a apporté par la plupart des grands pays dans cette bataille pour la transparence, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre ou la France, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel est la société civile, etc., l'intelligentsia. Tout le monde se mobilise aujourd'hui parce que tout le monde trouve scandaleux que dans un pays aussi pauvre que la Guinée, qu'avec seulement 100 millions d'investissements, quelqu'un puisse tirer jusqu'à 4 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes sereins parce que nous avons un soutien fort de ce qui compte dans le monde. Le ministre de franco-israélien, vous aviez interpellé le président François Hollande par rapport, je ne sais pas, vous n'avez pas entendu la France vous soutenir dans cette bataille? Vous savez, la France n'est plus dans les mines, c'est-à-dire minerais bauxite ou fer depuis Péchiné. Donc le problème se posait surtout pour les pays qui sont dans ce secteur, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie et le Canada. Et les journaux français s'intéressaient très peu à ça, mais nous avons demandé la coopération juridique avec la France, les États-Unis et la Guinée. Nous avons obtenu puisqu'il y a eu une perquisition des bureaux de la société en France, ainsi qu'à Genève, à Guernesey. Donc je pense que c'est parce que la France n'était pas tellement dans le secteur minier, à part l'uranium, que la France n'a pas vite réalisé l'enjeu. Mais aujourd'hui, le gouvernement français, comme l'opinion française, a réalisé réellement l'enjeu. Vous pensez que François Hollande vous soutient? Vous allez aller bientôt en France, rencontrer François Hollande pour discuter avec lui. Ces questions seront abordées? Vous savez, moi j'ai une très très grande confiance en François Hollande que je connais depuis très longtemps et je connais son engagement pour la démocratie et surtout pour le développement de l'Afrique et le soutien au peuple africain. Donc je n'ai aucun doute sur le soutien du président français en ce qui concerne la lutte des peuples africains pour que leurs ressources leur soient payées à un juste prix et que leurs richesses servent à la transformation des conditions de vie des populations.
Pour revenir sur la question de la Guinée, en 2015, vous allez remettre votre mandat en jeu. Est-ce que vous pensez avoir réalisé les objectifs que vous étiez fixés en tant que président de la Guinée pour que les Guinéens vous renouvellent leur confiance? Bon, pour le moment, je parle pas des élections. Ce que je sais seulement, c'est que les Guinéens attendaient beaucoup de moi. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Mais ce n'était pas facile parce que au moment où nous avons commencé réellement à sortir la tête de l'eau, les gens ont mis les enfants dans la rue exprès vous savez que l'argent a peur du bruit. Mais je suis convaincu qu'après les élections législatives, la Guinée va aller très vite. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas les élections de 2015, c'est comment changer les conditions de vie des populations, comment donner de l'espoir à la jeunesse, comment changer les conditions de vie des femmes, comment transformer la Guinée. Voilà mon problème. Il y a la question de la justice en Guinée. Beaucoup disent qu'il y a une sorte d'impunité en Guinée parce que les forces de l'ordre souvent tirent sur les populations, les procès ne sont pas faits, les opposants sont mis en prison, il n'y a pas de jugement équitable. Depuis que je suis président, aucun opposant n'a été mis en prison. Aucun journaliste n'a été poursuivi. Pourtant, même au Sénégal, les journalistes sont poursuivis. Et si vous écoutez les radios, il y a un diplomate qui l'a vu qui préfère une seule radio à 1000 radios, 1000 collines. Et si vous êtes journaliste, vous voyez ce qui se passe en Guinée. Dans aucun pays africain, cela ne était possible sans que ces journalistes ne se retrouvent derrière les barreaux. Donc la justice en Guinée, c'est un problème. On avait le problème au niveau de l'armée, que nous avons résolu. On a le problème au niveau de la justice. Mais vous savez, la Guinée n'a même pas une école nationale d'administration, encore moins une école nationale de la magistrature. Donc nous n'avons pas formé de jeunes juges. Et il est difficile que des gens qui ont eu un certain comportement pendant plus de 20 ans changent rapidement. Mais avec le recensement biométrique de la fonction publique, nous allons pouvoir rajeunir et féminiser la fonction publique. Et je suis convaincu qu'avec la nouvelle génération, la Guinée la justice marchera mieux, comme l'armée aujourd'hui, et que les investisseurs auront confiance. Pour le moment, nous savons qu'on a beaucoup de failles au niveau de la justice. C'est pourquoi nous sommes décidés à faire la réforme de la justice comme nous avons fait la réforme des forces de sécurité. Pourtant, vous êtes attendu sur le dossier du 25 septembre. Vous avez des massacres jusqu'à présent. Ceux qui ont commis ou bien qui sont indexés sont libres. Vous savez, les gens qui parlent du 21 septembre, et c'est les mêmes qui ont laissé les pouvoirs. Vous savez, on parle du 21 septembre. Mais en Guinée, il y a eu le Camboiro. Il y a eu 1985. Il y a eu 2006. Il y a eu 2007. Il y a eu toutes ces périodes, il y a eu des massacres. Donc, moi, je dis que la Guinée doit assumer son passé dans son aspect positif comme son aspect négatif. Il s'agit de rendre justice aux Guinéens. Un mort égale un mort. Ceux qui ont perdu leurs parents au Camboiro, ou bien en 85, ou bien en 2006 ou en 2007, ont les mêmes droits que ceux qui ont perdu leurs parents en 2008. Vous savez, ce qui est la particularité de la Guinée, c'est que les gens ont été à la fois victimes et bourreaux. Ceux qui ont été victimes sous la Première République ont été bourreaux sous la Deuxième République. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de rendre justice à toutes les victimes et trouver les moyens de réparer. Je ne veux pas être enfermé dans uniquement des événements du 28 septembre, parce que ceux dont les parents sont morts au Camboiro, et ceux dont les parents sont morts en 85, 2006, 2007. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut voir le problème de la Guinée dans son ensemble. Faire comme l'Afrique du Sud, ne pas occulter une partie de l'histoire, mais assumer tous les crimes afin qu'on reconnaisse les torts et que les Guinéens se pardonnent. Mais nous avons mis en place, vous savez, la Cour pénale internationale n'intervient qu'en deuxième position. Nous avons mis en place un tribunal qui est en train d'étudier les dossiers et nous leur donnons tous les moyens. Mais nous penchons sur l'ensemble des problèmes dont les Guinéens ont été victimes. Mais ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens parlent du 28 septembre, mais les mêmes ont vu les massacres de 85, les massacres de 2006, de 2007, on ne les a pas beaucoup entendus. Or, on a tiré sur les enfants en 2006-2007, on a tiré sur les syndicalistes, il y a eu beaucoup de morts. Mais on n'a pas entendu ceux qui parlent aujourd'hui de 2000. Mais certains qui crient aujourd'hui, qui sont victimes en 2008, faisaient partie du gouvernement qui a tiré sur les syndicalistes en 2006, en 2007, qui a massacré les jeunes. Donc, je pense qu'il faut regarder le problème guinéen avec beaucoup de prudence, parce que si nous voulons que les Guinéens se réconcilient, il faut qu'on accepte de nous regarder dans un miroir et de faire face à tout ce qui a été fait comme crime en Guinée pour que ceux qui ont été victimes soient réhabilités afin que leurs parents
soit dans un état d'esprit de pardonner. Vous êtes le président qui a été élu démocratiquement en Guinée. La justice pour tous, beaucoup vous attendent sur la question de la justice. Il y a de l'espoir par rapport à vous, parce que les gens disent que vous êtes le seul président guinéen élu démocratiquement. Non, moi j'ai été condamné à mort par contumace par la Première République. J'ai fait 2 ans et demi de prison, je n'ai pas changé. Je suis venu justement pour que de telles faits ne se produisent plus en Guinée. Mais vous savez, changer la situation économique difficile mais relativement aisée par rapport au changement de mentalité des gens, c'est pourquoi je compte beaucoup sur la jeunesse et le renouvellement des cadres pour que réellement il y ait notre mentalité qui s'installe en Guinée. La question de la formation en Guinée est importante, vous l'avez dit. La question de la presse en Guinée, que faites-vous pour que la presse guinéenne soit une presse à niveau? Bon, j'ai rencontré les éditeurs des journaux, nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord que l'État est prêt à le supporter, mais aussi qu'il faut qu'ils mettent de l'ordre en leur sein. Et donc nous avons commencé un débat que nous allons continuer pour que la presse soit vraiment une presse responsable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc nous allons travailler avec les journalistes et pour qu'enfin les brebis galeuses ne déteignent pas sur les vrais journalistes. Mais cela passe par la formation des journalistes. Aujourd'hui, les écoles de formation il y en a en Guinée, mais est-ce qu'ils sont au standard international pour bien former les journalistes? Pour avoir une bonne démocratie, il faut avoir une bonne presse. Vous savez, en Guinée, il y a très peu de journalistes formés. On prend les gens à la sortie de l'université parce qu'ils n'ont pas de travail. Justement, notre problème aujourd'hui, c'est renforcer l'école de journalisme et envoyer aussi des journalistes au CESTI ici, comme envoyer des magistrats à l'école de magistrature du Sénégal, parce que nous devons former et surformer nos cadres. Ce n'est pas seulement au niveau des journalistes, c'est bien sûr, parce que c'est important, parce que c'est la presse, mais ça se pose au niveau de l'administration en général, mais surtout au niveau de la justice. Donc nous allons travailler avec la presse pour améliorer le fonctionnement de la presse, parce qu'il y a des bons journalistes en Guinée. Malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui font honte au métier, à leur métier. Mais je pense qu'ensemble, en nous donnant la main, nous allons progressivement atteindre le niveau de la presse sénégalaise. Mais la tâche semble immense en Guinée. Vous avez des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes même culturels. Aujourd'hui en Guinée, tout le monde demande comment allez-vous faire pour vous en sortir avec cette tâche herculéenne, sans dialogue avec votre opposition. Vous savez, moi je compte sur le peuple de Guinée pour transformer la situation. Parce que ce que vous appelez l'opposition aujourd'hui, c'est qui gouvernait le pays pendant 25 ans. Ce n'est pas une opposition comme dans d'autres pays, des gens qui se sont battus dans l'opposition. Ce sont tous des anciens premiers ministres. Elle est là, c'est la réalité. D'accord, mais mon problème, moi, c'est avec le peuple. C'est-à-dire comment je vais faire pour changer les conditions de vie des populations, changer la Guinée, pour que les richesses guinéennes qui sont immenses puissent profiter à la Guinée. Si vous voyez aujourd'hui, le PIB de la Guinée est 10 à 20 fois inférieur à celui du Sénégal, malgré nos richesses. Donc moi, si vous voulez, le débat c'est entre moi et le peuple. Et mon problème, c'est de ne pas décevoir l'espoir que le peuple a mis en moi, malgré toutes les difficultés que nous avons eues, parce que nous avons pris le pays dans une situation catastrophique. Le peuple demande à manger à sa faim, demande d'avoir de l'électricité et de l'eau. Jusqu'à présent, il y a certains quartiers en Guinée où le courant n'existe pratiquement pas. Mais vous savez que le problème de l'énergie se pose dans tous les pays africains. Le problème du courant ne peut pas se régler avec un bâton magique. Chez nous, il faut tout reprendre. Il ne suffit pas seulement de produire le courant, il faut le transporter. Les câbles, depuis la période coloniale, n'ont pas été changés. Nous sommes en train de les changer, nous avons changé déjà 50%. La distribution, il y a énormément de branchements clandestins. Et la société perd beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens ne payent pas de courant avec la complicité des travailleurs de EDG. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour avoir un partenariat stratégique pour que nous ayons un partenaire stratégique qui va nous aider à mieux gérer le secteur de l'énergie afin que les Guinéens puissent... N'oubliez pas que je suis... La première année de ma prise de pouvoir, j'ai commencé à construire le barrage de Caleta qui va faire 250 MW. Et en même temps, nous commençons l'étude de Swapiti afin qu'en période d'étiage, Caleta et Garafiri puissent donner leur plein régime. Parce qu'avec l'hydraulique, actuellement, les centrales thermiques nous coûtent cher parce qu'il faut acheter le carburant. Avec les barrages hydrauliques, nous n'avons plus ce problème. Donc l'avenir de la Guinée, c'est dans les barrages hydrauliques. Vous achetez le carburant, beaucoup disent que la Guinée c'est un pays qui a beaucoup de pétrole, qui a de l'or, du diamant, mais les gens ne comprennent pas pourquoi la Guinée n'arrive pas à exploiter toutes ces potentialités pour son pays. Posez la question à ceux qui ont gouverné la Guinée depuis 50 ans. Comment nous pouvons avoir le minerai de fer le plus riche au monde, Simandou, et n'avoir pas sorti une tonne
de faire. Moi, je suis venu il y a 3 ans. Pourquoi pourquoi les potentialités guinéens n'ont pas été transformés en réalité? Posez la question à ceux qui ont gouverné, justement à ceux qui sont opposants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez promis aux Guinéens de régler la question en demandant le suffrage. C'est pourquoi on pose la question. Mais c'est ce que je suis en train de faire. La preuve, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai quand même fait la réforme du secteur de sécurité. Nous avons obtenu les PPTE. Nous avons complètement changé le fonctionnement de l'État. Nous avons réduit l'inflation de plus de moitié. Aujourd'hui, il n'y a plus de planche à billets. Nous sur une gestion caisse. Et il y a l'unicité de caisse, etc. Donc nous luttons contre la corruption qui a beaucoup diminué, mais qui continue encore à être un fléau. Et nous allons aussi, en faisant le recensement biométrique de la fonction publique, modifier tout cela. Mais, vous savez, j'ai dit aux Guinéens, vous m'avez donné un enfant malade. Il faut d'abord que je soigne l'enfant avant que je ne puisse espérer le faire grandir dans de bonnes conditions. Monsieur le Président, avant vous, il y avait d'autres qui ont dirigé le pays, vous venez de le dire. Il y a eu de la gestion du pays de façon chaotique, comme vous l'avez dit aussi. Il y a le cas d'Adis Camara, qui est aujourd'hui à Ouagadougou. Tôt ou tard, il devra rentrer en Guinée. Comment vous allez gérer cette question? Non, vous savez, moi je pense que la justice guinéenne fait son travail. Moi-même, je suis en contact avec le président d'Addis. Il faut laisser la justice faire son travail. Parce que les accusations, c'est une chose, mais la justice, je fais confiance à la justice guinéenne pour faire son travail de façon correcte. Donc je n'ai pas, à partir du moment où il y a le pouvoir judiciaire qui est indépendant, je n'ai pas à faire de commentaires sur les questions qui relèvent de la justice pour le moment. Vous avez dit que les militaires, au temps de leur gestion du pouvoir, il y avait plus d'argent sorti dans les caisses que pratiquement 25 ans ou bien 15 ans de compter. Comment vous pouvez comprendre cette affaire? Oui, mais enfin, c'est une réalité que je constate. Quand je suis arrivé, c'est une réalité que vous pouvez constater en prenant les chiffres à la Banque centrale. Mon problème aujourd'hui, justement, c'est, malgré tout cela, comment transformer la Guinée, malgré la mauvaise gestion catastrophique qui a été celle du pays pendant des années et qui s'est aggravée ces dernières années. Vous savez, le régime de sécurité du président Dauphin a laissé 130 usines. Aucune de ces usines n'existe plus. Et d'autres usines n'ont pas été créées à la place. Alors, aujourd'hui, nous voulons recréer toutes ces usines. La preuve, l'usine du riz de Dabola a commencé à fonctionner, perfectionner. D'autres usines sont en train d'être rénovées, comme l'usine de sucre, etc. Donc, la Guinée a les moyens réellement de se transformer parce qu'elle a les potentialités nécessaires, tant au niveau du sous-sol qu'au niveau du sol. Nous sommes le château de l'Afrique. Nous avons des terres riches, tout est vert. Donc, développer la Guinée n'est même pas un exploit. Développer un pays comme le Burkina ou les pays sahéliens, c'est un exploit. Réussir le développement de la Guinée, ce n'est même pas un exploit pour un homme politique, c'est un devoir. Oui. Monsieur le Président, vous avez été opposant. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? J'avais moins de soucis quand j'étais opposant. Aujourd'hui, j'ai plein de soucis parce que le peuple attend beaucoup de moi et je ne veux pas décevoir ce peuple. Mais le peuple ne comprend pas toujours les réalités économiques dont nous avons hérité, sans compter qu'aujourd'hui, il y a une crise économique mondiale qui réagit. Par exemple, le prix du fer a beaucoup baissé, le prix de la bauxite a beaucoup baissé. Pendant le testant, le prix du pétrole monte. Mais j'ai espoir en la Guinée. Mais personnellement, vous, qu'est-ce qui a changé en vous en tant qu'opposant hier, président aujourd'hui? Enfin, demandez à mes amis qui m'ont connu quand j'étais opposant, leur demandez-leur si quelque chose a changé. Le fait d'être président, ça ne veut pas dire que quand vous allez me couper, c'est le lait qui va sortir, quand vous allez me couper, c'est le sang qui va sortir. La seule chose, c'est que j'ai plus de responsabilités et j'ai moins de liberté, parce qu'avant, je pouvais venir me promener à Sandaga, aller partout, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, disons que ce que je constate, c'est que j'ai moins de liberté et que je suis on devient un peu prisonnier, parce qu'il y a le protocole qui impose et on n'est plus tellement libre. Avant, quand je venais à Dakar, je me promenais librement. Aujourd'hui, même si je veux, je ne pourrais pas, parce que le pouvoir n'accepterait pas. Est-ce que vous avez de plus en plus d'amis qu'hier ou bien qu'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'amis? Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis quand j'étais opposant. Mais les difficultés de la Guinée ont fait que je n'ai pas pu toujours être à côté de mes amis. Maintenant, mon problème, c'est d'être à côté de tous ces amis qui m'ont accompagné pendant les périodes difficiles et qui parfois ne comprenaient pas.
parce qu'ils ne connaissaient pas les problèmes que j'avais. J'ai suffisamment d'amis, il suffit seulement que je garde les amis que j'avais. Président Alpha Condé, je sais que le temps que vous êtes parti est petit, vous devez partir nous quitter. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau de questions directes de la TFM, plus court que d'habitude. Mais je rappelle que vous étiez avec son Excellence, le président Alpha Condé, le chef de l'État de la Guinée. Merci infiniment, président, d'avoir accepté notre invitation.